nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Le grand problème, il faudrait que les Ituriens puissent, n'est-ce pas, enlever de leur tête cette propension à vouloir toujours aller vers la violence. Et cela doit commencer dès le bas âge. Parce que quand vous voyez, on a parlé de 1911. Les violences ont commencé en 1911. Mais on voit que c'est un cycle. Et que donc, à un certain moment, c'est que les jeunes n'ont pas été concernés. Et donc, aujourd'hui, nous voulons qu'on parle à ces jeunes-là que, voilà, il faut savoir se pardonner, il faut savoir vivre ensemble, et ainsi de suite. Que cela commence dans vraiment le strict bas âge. J'ai dit vraiment, s'il y a une opportunité, non seulement de venir ici, mais s'ils peuvent venir, n'est-ce pas, à mon bureau, je suis prêt à échanger avec eux s'il y a des zones d'ombre. C'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Nous venons effectivement de lancer des travaux où nous allons réaliser des ouvrages de drainage pour lutter contre tous les problèmes d'érosion. Ça va nous permettre aussi de lutter contre les problèmes d'inondation, mais aussi nous allons réaliser quelques voiries structurantes dans cette commune de Kinsenso. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne, la PSB Télévision, la première chaîne d'information générale en République démocratique du Congo à travers notre plateforme sur YouTube. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, place au titre. Chose promise, chose due, le gouvernement de la République à travers le ministre de ZTP, Alexis Guizaro, vient de donner les go pour la construction de la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimai-Nguba, pour relier les provinces du Lualaba et celle du Kasaï oriental. Conformément à l'article 99 de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a procédé à la déclaration du patrimoine familial. Ainsi, elle s'engage pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Bonsoir à tous. Cette édition s'ouvre à Montréal, au Canada,
où le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la tête d'une forte délégation parlementaire congolaise, a représenté la République démocratique du Congo à l'Assemblée parlementaire francophone. Le speaker, allais-je dire, de la Chambre basse du Parlement congolais a porté la voix de la République démocratique du Congo, pays qui souffre de l'agression rwandaise. Suivez cet extrait de sa déclaration après justement cette session. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts. Et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, et on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Après avoir transmis les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au bureau qui organise les assises qui vont se terminer bientôt, nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées, de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo au-dessus des officiers prétendument du mouvement des M23. Nous avons aussi souligné que dans notre pays, les Tutsis n'ont jamais été stigmatisés. La preuve est que nous avons démontré qu'ils sont non seulement au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont dans les cours et tribunaux, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont représentés partout et eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans les revendications des M23 et du Rwanda. C'est pour ainsi dire que ce discours, maintes fois répété par les Rwandais, est une façon de masquer tout simplement ses intentions et d'envahir constamment notre pays et devenir ainsi exportateur de matières premières telles que les coltas, castérites et même cette fois-ci maintenant des produits tels que les cafés, les thés, les cacao, dont ils n'est pas producteur et dont ils n'ont pas de gisement chez eux. Nous avons aussi démontré que le Rwanda et l'Ouganda ont la chance d'être les voisins d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Non seulement par sa taille, par sa population estimée à 110 millions d'habitants, mais aussi par les nombreuses ressources naturelles dont elle regorge. Et que la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République,
c'est un pays au cœur de l'Afrique et qui a comme vocation naturelle de tirer tous les pays de l'Afrique vers le haut, c'est-à-dire les engager dans la voie du développement. Que pour nous, la solution est simple. Nous avons posé 3 questions. La première question, est-ce que cette guerre est une fatalité? Bien sûr que non. Est-ce que cette guerre n'a pas de solution? Et qu'est-ce que nous faisons ici, moi-même et la délégation qui m'accompagne, au moment où les gens sont en train de mourir dans la partie est de la République démocratique du Congo, si l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut pas apporter des réponses attendues par le peuple congolais, c'est-à-dire un appui diplomatique supplémentaire à la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il y a une solution. La plus simple, c'est le retrait des troupes ougandaises et rwandaises du territoire congolais pour laisser ainsi la voie à une perspective de résolution pacifique de ces conflits. Il est temps que l'Afrique tourne le dos aux armes et aux guerres inutiles pour s'engager résolument dans les chemins pour réaliser les rendez-vous avec sa propre histoire, avec l'espérance, pour qu'ensemble nous construisions une Afrique qui s'élève et qui marche dans ce monde qui change. Mais enfin, nous avons dit que tous les pays du monde devraient protéger la République démocratique du Congo, qui est un pays solution, de par sa forêt, sa faune, son hydrographie avec des eaux douces estimées à 53% pour l'ensemble de l'Afrique, 13% pour l'ensemble du monde, et ces énergies propres, non polluantes et renouvelables. 100 000 MW, Inga à lui seul, 44 000 MW, capable d'électrifier et d'industrialiser l'ensemble de l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Ces pays, c'est une chance pour l'humanité, c'est l'espoir de l'humanité. Nous avons aussi dit que ce qui se passe chez nous est plus dramatique que ce que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Et que ce silence assourdissant de la communauté internationale, nous ne pouvons plus le supporter pendant longtemps. Donc, le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi les cadres qu'ils nous ont offerts et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République. Monsieur le Président. Et que désormais, les parlements du monde, et particulièrement africains, puissent prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que nous avons dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique timide du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si, vous voulez dire qu'il ne dit mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. En attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire, la souveraineté de notre pays. Ne soyons pas naïfs. On n'a pas encore résolu le problème. Merci. Merci beaucoup.
Je l'avais dit dans le titre, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déposé sa déclaration du patrimoine familial au greffe de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 99 de la Constitution de la République. Par cette démarche, la chef du gouvernement démontre son engagement pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Suivez. Parce que comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Même exercice pour son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde, comme à son entrée aux fonctions de Premier ministre et conformément au délai constitutionnel de 30 jours suivi justement la cessation de ses fonctions à la tête du gouvernement congolais. Le chef du gouvernement honoraire a aussi déclaré son patrimoine à la Cour constitutionnelle. C'était hier mardi en début de soirée. Je voudrais ici mentionner que je suis là dans le cadre d'un exercice purement constitutionnel en tant que Premier ministre sortant. C'est le 13 juin dernier que nous avons effectué la remise et reprise avec la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui, après avoir été validée, en tout cas du point de vue de son programme et investi par le Parlement, a pu me rencontrer dans le cadre de cette remise et reprise officielle qui s'est faite à la primature. L'article 99 de la Constitution nous demande, en tout cas dans le cadre précis où nous avons pris des fonctions en tant que chef du gouvernement, de venir ici présenter notre patrimoine au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même. Et à la sortie de fonction, nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance parce que cela nous avait été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer à cette exigence qu'il nous a donnée. C'était une exigence demandée non seulement au Premier ministre, mais à tous les membres du gouvernement. Et je sais que dans la continuité de son action, on verra aussi le gouvernement entrant se livrer au même exercice. Et ici, la Cour constitutionnelle, c'est l'article 83 de la loi portant organisation de cette institution, la loi organique. Et donc nous sommes heureux, nous, de nous acquitter de ces tâches et bien sûr invitons par la suite ce même exercice puisse se faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle, tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaires avec lesquels nous avons aussi travaillé, le parquet et autres. Et donc ici on était là dans ce cadre-là, on a été vraiment accueilli non seulement par le président de la Cour constitutionnelle lui-même, avec beaucoup de courtoisie, et par la même occasion, c'était aussi un bon moment pour saluer le procureur général de la République, qui nous a aussi accueillis chez lui en toute courtoisie. Comme annoncé également à l'entame de cette session, Madame, Messieurs, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis
Guizaro Mumvuni est atterri cet après-midi à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il a procédé justement au lancement des travaux de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1 tronçon Mbujimayi-Nguba pour relier justement les provinces du Lualaba et celle du Kasaï oriental. Et bien avant cela, dans le cadre du projet Kin Elenda, le ministre d'État, ministre de ZTP, Alexis Guizaro, a lancé les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans la commune de Kisenso, située dans le district de Moamba. Ceci à la grande satisfaction justement des habitants de cette municipalité. Retour sur cette activité qui s'est tenue hier mardi 9 juillet 2024. Dans un avenir proche, les habitants de la commune de Kisenso vont souffler un ouf de soulagement. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro Mumvuni, a procédé au lancement officiel des travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans cette commune dans le cadre du projet Kin Elenda, projet supervisé par la cellule infrastructure. Au cours de ces travaux, il sera question de construire en béton armé les avenues Moulélé, Mazout et Saou, longues de 5,8 km dans l'ensemble. Les 10 travaux vont également porter sur la construction des collecteurs adjacents, d'un réservoir souterrain de 7000 m3 et d'un château d'eau de 750 m3 pour la descente gravitaire en eau potable. Très satisfait de ce lancement, le bourgmestre de la commune de Kisenso salue l'effectivité de ce projet. Son Excellence Fachi Béton, merci. Merci Pambate, président Bere Baleka, Kanisa communauté. Commune qui se sont à Kanisa Lango, Tokitato Mata, les alliés Fachi Béton. Merci, la ministre d'État, ministre infrastructure, notre travaux publics. Parce que ma ministre Bere va fan de la dossier. En sa qualité de maître d'ouvrage, le patron des infrastructures congolaises a indiqué que ce projet, sous financement de la Banque mondiale, vise à faire de Kinshasa à la fois une ville résiliente face aux aléas de tout genre et capable d'offrir à ses résidents des services et infrastructures de base nécessaires, fait désormais partie du plan quinquennal des infrastructures 2024-2028. Nous venons effectivement de lancer des travaux où nous allons réaliser des ouvrages de drainage pour lutter contre tous les problèmes d'érosion. Ça va nous permettre aussi de lutter contre les problèmes d'inondation, mais aussi nous allons réaliser quelques voiries structurantes dans cette commune de Kisenso, et tout cela pour permettre une interconnectivité entre différentes communes de la capitale. Ces travaux sont prévus. Tout à fait autre chose. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molindo Sakombi, a clôturé hier mardi 9 juillet 2024 sa mission de travail à la ville côtière de Mwanda. Avant justement la clôture de cette mission, il a échangé avec les caucus des députés nationaux du Congo central et les différentes parties prenantes concernées par l'exploitation du pétrole congolais par la société Perenco REP dans la contrée côtière. Cette réunion a été justement présidée par le ministre de tutelle. Retour sur cette activité. Et la marée, c'est quoi? La marée, c'est un mouvement. Comme annoncé il y a quelques semaines passées, les caucus de députés nationaux du Congo central, présidés par l'honorable Pierre Tsumbu de Mbanza-Ngungu, a fait le déplacement de Mwanda pour rencontrer les nouveaux ministres des hydrocarbures, Aimé Molindo Sakombi, qui séjournent dans le territoire pétrolier depuis le vendredi 7 juillet dernier, les entreprises exploitantes et les communautés locales. Cette rencontre quadripartite, députés nationaux, ministres, entreprises et communautés, s'est tenue en début de soirée du lundi 8 juillet dans la salle de réunion de l'hôtel L'Abbevure à Mwanda sur la mer. Elle avait pour objectif, entre autres, de permettre aux élites du peuple et aux nouveaux patrons des hydrocarbures de s'imprégner des réalités sur place à Mwanda en termes de réalisations sociales au profit de la population. À première vue, il se dégage une adéquation évidente entre les propos des entreprises et les réalisations escomptées.
Je suis très satisfait parce que c'est une première. Nous avons pu amener quand même notre caucus ici pour lutter, pour parler avec Peronco sur le bien-être de notre population. Ben, je pense qu'ils ont bien fait. Au jour d'aujourd'hui, moi et mon collègue frère Mantoupa, on a commencé le travail, nous sommes là. C'est une première ce qui se passe là. C'est la première fois qu'on va essayer de revisiter les contrats. Ces contrats ont été signés depuis 1961, je crois. Donc c'est une première, voir ce qui se passe. Combien de barils par jour? Qu'est-ce que le Congo reçoit en contrepartie? Comment développer les infrastructures routières? Comment développer les emplois ici à Mwanda? C'est ce qu'il faut discuter. On n'a jamais discuté de ça. Aujourd'hui, nous venons pour la première fois, nous en parlons et il y aura des réunions qui sont prévues. Et j'ai beaucoup aimé. La société Peronco était très réceptive. Donc nous aurons l'état de discuter avec eux et puis je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui. Voilà qui a poussé le membre du caucus à poser plusieurs questions aux responsables des entreprises. Dans sa prise de parole, l'honorable Robert Nyondo Toko est revenu sur le fonds des hydrocarbures pour les générations futures en posant plusieurs questions. Pour sa part, l'honorable Marcel Matumpa, lui aussi élu du Mwanda, a voulu savoir pourquoi les fonds de l'enveloppe conventionnelle du comité de concertation de Mwanda, CCTM, n'est toujours pas débloqué depuis près de 3 ans maintenant, alors que plusieurs projets des communautés locales sont urgents. Le responsable des sociétés partenaires, Perenco, Saucir et Sirestrum, ont chacun argumenté dans le sens de pointer l'instabilité qui a caractérisé Cocodem devenu CCTM. Des réponses floues laissant les membres du caucus dans l'air soif. Ces derniers ont convenu de revenir pour un contrôle parlementaire plus rigoureux dès le début de la session de septembre, étant donné que cette rencontre a lieu dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Ils ont par ailleurs salué l'esprit d'ouverture du nouveau ministre des hydrocarbures à qui ils ont assuré leur accompagnement pour une gestion transparente des ressources issues de l'exploitation pétrolière pour l'intérêt de Mwandé en particulier et du Congo central en général. À l'aéroport national de Mwanda, ce mardi 9 juillet, les élus de cette contrée, les honorables Robert Nyondo Toko et Marcel Matumpa, ont accompagné le ministre des hydrocarbures, leur hôte, jusqu'au pied de l'avion pour son retour à Kinshasa, après une mission qu'il a amenée dans cette partie du pays pour tâter du doigt la province du Congo central qui constitue la colonne vertébrale de son portefeuille. Mission accomplie pour Robert Nyondo Toko et son collègue qui font de la défense des intérêts de la population mwandaise leur principal cheval de bataille. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Libotaï, a présidé la deuxième réunion du Troïka politique sur l'économie et les finances en République démocratique du Congo. Cette réunion a souligné les avancées réalisées depuis la dernière session, notamment une baisse notable de l'inflation et la stabilisation du marché des échanges. Suivez. Il faut rappeler que la Troïka politique, c'est le lieu de la coordination des politiques budgétaires et monétaires qui sont les éléments essentiels pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Comme vous l'avez dit, la réunion d'aujourd'hui fait suite à celle qui s'est tenue le 24 juin et elle a permis de constater des évolutions favorables. Sur base des décisions qui avaient été prises à la dernière réunion, l'évaluation a permis de constater qu'il y a eu des progrès.
qui sont aujourd'hui tangibles sur le plan de l'inflation qui est en décélération et sur le plan du marché d'échange qui a connu une stabilité relative. Et donc aujourd'hui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. La population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si le taux d'échange est stable. C'est la stabilité qui va garantir que son pouvoir d'achat soit préservé et songer dans un premier temps, n'est-ce pas, à augmenter ses pouvoirs d'achat à travers, par exemple, pour ceux qui travaillent, des salaires plus élevés, ainsi de suite. C'était aussi l'occasion pour rappeler les conclusions de la 6e revue du programme économique du gouvernement, parce que, comme vous le savez, c'est la toute première fois que notre pays parvenait donc à la conclusion d'un programme économique du gouvernement qui est appuyé par la facilité d'achat du crédit du Fonds monétaire. Et donc, on s'est félicité de tout ce qui a été fait. Et c'était également l'occasion pour essayer de nous tourner vers l'avenir, savoir quelles sont les actions qui vont être menées. Et là, il faut savoir que le pays donc va s'engager sur un nouveau programme, toujours avec le Fonds monétaire, qui sera cette fois-ci appuyé par une facilité spéciale qui est le RST, donc qui porte essentiellement sur la soutenabilité et la durabilité. Et donc les ressources qui vont être décaissées à ce niveau-là sont très très importantes. C'est une facilité qui porte sur 20 ans pratiquement, avec un différé de 10 ans. Donc contrairement donc à la facilité élargie de crédit qui est de court terme à peu près sur 3 ans. Mais là c'est vraiment des facilités très importantes où l'État pourra encaisser autour d'1 milliard de dollars et qui lui permettra donc de mener des réformes nécessaires, notamment pour régler des questions climatiques. Tour de province à présent dans le Congo central, le vice-gouverneur Prosper Ntela Tambidila a accordé une série d'audiences avec les différents responsables de cette entité, entre autres le ministre provincial de budget de la province du Congo central, justement. Retour sur ces rencontres à travers ces reportages. Les ministres du budget et de la santé, Rémi Sanzukonde et Ovid Nwambote Yobila, sortent de l'audience leur accordée avec des directives précises de l'exécutif provincial qui veut marquer d'une pierre blanche son mandat. Nous y sommes pour travailler, pour relever les défis. Nous allons faire de notre mieux pour l'épanouissement de notre province. L'autorité nous a conseillé de ce que nous allons faire comme travail, de ce que la population de la province du Congo central attend de nous. Nous allons travailler pour la province du Congo central et pour la réussite du mandat du gouverneur. Autre personne a été reçue, Saint Ntimba Padi, directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge des finances et de la bonne gouvernance. Comme ses dévanciers, il s'est dit prêt à travailler pour le bien-être des habitants du Congo central. Outre les civilités, ces membres du gouvernement provincial ont également reçu des consignes auprès de vice-gouverneurs. Dans les Haut-Katanga, après avoir revu à la baisse le nombre des membres du gouvernement comme l'exige la constitution congolaise, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avec à sa tête le gouverneur Jacques Kabula Katoué était devant les élus provinciaux qui ont à l'unanimité adopté le programme du gouvernement avant d'investir cette équipe gouvernementale. Le président de l'Assemblée provinciale Michel Kaboué les a appelés à travailler dans la rigueur et dans le respect de leur engagement envers le peuple haut-katangais. Suivez. Les députés provinciaux sont répartis en 6 groupes parlementaires, à savoir Ensemble pour la République, UDPS, ARDEV, 2 ADTC, 1 AA, UDH4 et ABH4. Tous ont encouragé Jacques Kabula Katoué pour son programme d'action qui place la population au centre des préoccupations et s'appuie sur le projet des 6 piliers du président de la République.
Néanmoins, des recommandations ont été formulées sur les 3 axes qui constituent les projets des sociétés du gouvernement provincial afin de les perfectionner et qu'ils répondent aux desiderata de la population. Parmi les suggestions et les recommandations, il y a à faire le suivi de la gratuité de l'enseignement, diversifier l'économie, promouvoir les PME en vue de créer la classe moyenne. Sans tarder, après une pause d'1 heure, le gouverneur Jacques Ablakato a répondu aux préoccupations des élus du peuple. Tous, gouvernement provincial et assemblée provinciale, ont les mêmes objectifs en faveur du peuple. Ce programme ambitieux qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pourra être mis en chantier qu'avec votre concours. C'est pourquoi j'en sollicite très humblement votre approbation ainsi que l'investiture des ministres provinciaux. Les réponses du gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, ont convaincu les députés. Toutes tendances confondues, le programme a été jugé recevable et adopté à l'unanimité, ouvrant ainsi la voie à l'investiture du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Sur les 42 honorables admis au vote, 42 honorables ont voté pour la motion d'approbation. 0 ont voté contre la motion et 0 abstention. Mes chers collègues, au regard de ce résultat, je déclare adopter la motion d'approbation du gouvernement provincial. Les membres du gouvernement provincial ont été présentés aux députés et à la population. Le président Michel Kaboué a exhorté les ministres à être au service du peuple. Et dans la province d'Elituri, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, gouverneur militaire de cette province, ne désarme pas quant à la mobilisation de la jeunesse à bannir toute forme d'antivaleur et surtout la violence qui est souvent instigée par ceux qui le qualifient d'autorité morale ou encore de responsable communautaire. Il a ainsi échangé avec une couche de la population itourienne au sortir de ces échanges. Écoutez le gouverneur militaire de cette province. Qui n'ont pas bien compris, qui peuvent tout à fait rentrer chez eux pour poser des questions et il y aura des éclaircissements. Le grand problème, il faudrait que les Itouriens puissent, n'est-ce pas, enlever de leur tête cette propension à vouloir toujours aller vers la violence. Et cela doit commencer dès le bas âge. Parce que quand vous voyez, on a parlé de 1911. Les violences ont commencé en 1911. Mais on voit que c'est un cycle. Et que donc à un certain moment, c'est que les jeunes n'ont pas été concernés. Et donc aujourd'hui, nous voulons qu'on parle à ces jeunes-là que voilà, il faut savoir se pardonner, il faut savoir vivre ensemble, et ainsi de suite. Que cela commence dans vraiment le strict bas âge. J'ai dit vraiment, s'il y a une opportunité, non seulement de venir ici, mais s'ils peuvent venir, n'est-ce pas, à mon bureau, je suis prêt à échanger avec eux s'il y a des zones d'ombre. On a pris la société civile, mais vraiment, on n'a pas senti que la jeunesse était là, effectivement. Et ça, on l'a constaté ici. Mais c'est quelque chose, comme j'ai dit, des charlatans, on laisse n'importe qui jouer au leader. À partir d'aujourd'hui, nous avons dit, prenez-vous en charge, vous les jeunes. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vienne toujours vous parler de sa communauté. Il ne s'agit pas de la communauté ici, il s'agit de l'Ituri. Prenez tout le temps que vous devez parler de l'Ituri. Et dès que vous avez, n'est-ce pas, un aîné, vous pensez être aîné ou leader qui commence à parler tout le temps de sa communauté, débarrassez-vous de lui. Débarrassez-vous de lui. Il y a des gens compétents. Vous avez vu même les professeurs, la hauteur des professeurs. Vous avez des gens compétents qui peuvent représenter ce Congo. Des gens de bien qui peuvent représenter cette province. Voilà. Merci, à très bientôt.
Et revenons à Kinshasa pour parler du terrain Tchobo situé dans la commune des Matete qui souffre et qui est menacé depuis plusieurs années déjà des tentatives de spoliation. Et pour y mettre fin, le député national Raphaël Kibuka, accompagné du bourgmestre de cette municipalité et du chef du quartier Lumumba, s'était rendu auprès du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete jusque tard dans la soirée pour avoir des éclaircissements sur ces dossiers. Suivez. Il est 19h moins des quarts à ma montre. Nous sortons de l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Ce dernier nous a reçus à 3. Le bourgmestre de la commune de Matete, M. Jules Mukumbi, le chef de quartier du quartier Lumumba, le chef qui a son bureau sur le terrain Tchobo au quartier Banouni, et moi-même, nous avons été reçus justement pour répondre aux faits reprochés aux deux. Il aurait reproché la rébellion parce qu'ils empêcheraient, semble-t-il, l'exécution d'un jugement. Et ces jugements devraient s'exécuter sur un espace appartenant à l'État, en l'occurrence le terrain Tchobo. Nous avons expliqué au PG que ces deux ne s'opposaient pas à l'exécution d'un jugement, bien au contraire, ils se battent pour protéger un espace appartenant à l'État. Un individu répondant au nom de M. Bassele prétend être propriétaire de cet espace ou de ce terrain, alors que ce terrain est la partie annexe du terrain de football appartenant au Matétois que nous appelons le terrain Tchobo. Ce terrain, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis l'existence de Matete, la création plutôt de la commune de Matete, en 1954, a toujours appartenu à l'État. C'est comme ça que le bourgmestre, les chefs de quartier, moi-même l'élu du peuple, la population qui est restée là-bas, nous nous battons justement pour que ces terrains ne soient pas spoliés par des particuliers qui utilisent M. Bassele pour y construire non seulement une morgue, mais aussi de boutiques. Vous connaissez, je ne voudrais pas épingler la nationalité de ceux qui spolient les terrains, mais je vous dis que c'est une bande bien organisée. Et tant que nous serons en vie, nous l'avons dit au PG, nous allons nous battre jusqu'à empêcher que le tout-puissant ou les tout-puissants spoliateurs puissent s'en approprier. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à placer un mot. Nous appelons le Matétois au calme, qu'il se calme parce que moi qui suis leur député ainsi que les chefs de terre, donc le bourgmestre et les chefs de quartier, sommes en train de nous battre pour que ce terrain ne parte pas. C'est un terrain qui appartient à l'État, qui n'a jamais fait objet de désaffectation et d'affectation au profit d'un individu. C'est un terrain de l'État qui restera un bien appartenant à l'État. Voilà pourquoi nous sommes ici jusqu'à cette heure. S'inscrivant dans la droite ligne de la vision du président de la République consistant à habiter dans un environnement sain, les autorités du marché de la Liberté situé dans la commune de Massina se sont engagés à évacuer les montagnes d'immondices qui faisaient désormais partie du décor de ces lieux de négoce pour embellir ces lieux où plusieurs Quinois viennent tous les jours pour s'approvisionner. Retour sur cette activité avec Aristote Ndomele dans ce reportage. S'inspirer de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle assainir la ville-province de Kinshasa est une priorité majeure pour la transformation de la capitale politique, miroir de la République démocratique du Congo. L'administrateur du marché de la Liberté, M. Pélé Bofini Betouné, dont la municipalité de Massina s'engage à rendre plus propre ce bijou situé en plein district de la Tchangou, ayant comme objectif principal celui de désengorger le marché central de Kinshasa. Samedi, un assainissement généralisé y a été organisé dans le but d'enlever l'état d'immondices repérés et nettoyage des latrines. Paulin Mamois, l'un des membres du dit marché, a loué l'initiative de la nouvelle équipe de gestion. Et on ne peut pas changer l'administration. Un mois, vous changez, 2 mois, vous changez, 3 mois, vous changez. Il n'y aura pas la stabilité. Et lorsque dans l'entreprise, il n'y a pas la stabilité,
Est-ce que les choses peuvent marcher? Nous demandons aux autorités de protéger les marchés de la liberté. Dans cette protection, nous les supplions, par l'amour de Dieu, de laisser en place l'actuel administrateur parce qu'il est en train de faire ses preuves en qualité d'un technicien. Nous voulons que les marchés de la liberté soient réellement libres dans la gestion. Pour l'aménagement du marché de la liberté à Massina, Pelé Bofini Betouné, le gestionnaire principal, promet d'en faire son cheval de bataille. Bouclons cette édition avec la littérature, Madame, Messieurs. La polyhypocrisie, ces mots ne vous semblent pas du tout familiers, justement, c'est parce que c'est un nouveau roman qui vient de voir les jours, écrit par le chercheur Nicolas Kanyonga. Dans cet ouvrage, l'auteur met en exergue les méfaits de l'hypocrisie qui caractérise certaines personnalités publiques, particulièrement dans les contextes congolais. Le détail à travers ce reportage. Nicolas Kanyonga, avocat de profession et juriste de formation ayant évolué en Belgique et actuellement en RDC, dénonce dans son roman Polyhypocrisie ce phénomène dangereux qui pousse les gens à dissimuler leur intention véritable et à gérer leur image dans la société pour inspirer confiance. Dans cette critique, l'auteur analyse les conséquences tragiques de l'hypocrisie vue par certains comme une arme d'ascension sociale. Lorsque vous retrouvez l'hypocrisie dans le milieu du travail, je vous ai dit, votre collègue n'est toujours pas celui qui vous porte dans le cœur. Il peut vous saluer, mais le matin et le soir, il vous prend dans le dos. Au niveau des églises, on trouve les religieux, on va dire les dirigeants des églises, et même des frères et sœurs d'église qui sont très hypocrites. Et ça, c'est très important par rapport à nos mœurs. Vous trouvez l'hypocrisie dans le milieu scolaire, vous trouvez l'hypocrisie dans le milieu universitaire, dans tous les milieux. C'est pour ça, comme vous l'avez remarqué, j'essaie de mettre la dernière main sur mon livre. J'ai pris quelques jours, mais là, vous avez vu, quelques jours pour essayer de mettre la dernière note sur ce livre et qui va paraître très bientôt. Et je suis très sûr, je suis très convaincu qu'il intéresserait beaucoup de gens, surtout qui s'intéressent au phénomène de société. Cet écrivain qui s'intéresse aux questions qui touchent la société a déjà publié 2 ouvrages, à savoir Secte et droit au Congo-Kinshasa, publié en Belgique en 2002, et L'avenir de la jeunesse congolaise, publié en 2001. Voilà l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, Madame, Messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, nous avons le plaisir de vous en rappeler le principal titre. Début ce mercredi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, des travaux de construction de la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimaï-Ngouba. C'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, qui en a donné les go pour relier les provinces du Lualaba et du Kasaï oriental. Et puis, répondant à l'exigence de l'article 99 de la Constitution de la République, la Première ministre Judith Souminois a été hier à la Cour constitutionnelle où elle a présenté sa déclaration sur son patrimoine familial. Ainsi s'achève, Madame, Messieurs, ce énième numéro de votre magazine PSB News. Merci de nous rester fidèles, surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, car l'info vous reviendra très bientôt avec le même plaisir.